Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. En images, en 8 minutes, le meilleur de l'actualité des derniers jours près de chez vous. On démarre par l'actualité nationale déclinée en région avec l'ouverture mardi du Grenelle de lutte contre les violences conjugales. Dans les Hauts-de-France en 2018, 13 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints et plus de 13 000 faits de violences conjugales ont été enregistrés. Sur ces images, plusieurs villes de la région ont ainsi signé le contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, un texte qui doit permettre de mieux cibler les faits de violence et de mieux accompagner les femmes victimes. Dans le département du Nord, il y a aujourd'hui 57 structures d'accueil spécialisées et 305 places d'hébergement disponibles si une femme est contrainte de fuir son domicile. Explication recueillie pour nous par Idil Gunaï. Notre objectif à tous les partenaires qui entourent les co-contractants du contrat, c'est sur le terrain de rappeler à nos concitoyens, puisque nous sommes en lien tous les jours avec nos concitoyens, tous les lieux où ils peuvent aller déposer leur fardeau. Et chaque victime, chaque auteur, également de fait, qui souhaite avancer sur son chemin de vie, soit se délivrer de violences insupportables, soit progresser dans sa vie pour ne plus être l'auteur de violences, doit effectivement aller chercher de l'aide quelque part. La signature de ce contrat, c'est de rappeler que déjà, il existe toute une série d'endroits où cette aide peut être apportée. Et concernant les violences conjugales, je vous rappelle qu'un numéro de téléphone spécial existe, le 3919, dédié à toute forme de violence physique ou psychologique. Un numéro anonyme, bien évidemment, gratuit et ouvert 7 jours sur 7. Autre information à mon câble, cette semaine en France et dans la région, la rentrée des classes lundi pour près de 830 000 élèves dans l'académie de Lille et toujours les mêmes images au moment de retrouver les copains, de laisser les parents. Exemple ici à l'Homme, près de Lille, l'école maternelle et primaire Sainte-Anne accueille près de 300 élèves et lundi pour la rentrée, les parents ont pu accompagner les enfants, surtout les plus petits, jusqu'à la porte de leur classe. Certains avaient les larmes aux yeux, d'autres vivaient ce moment plus sereinement. On écoute quelques parents et enfants vers 8h30 au moment de la séparation lundi matin au micro d'Idil Gunaï avec Rémi Desremaux. Alors ce matin, comment ça s'est passé le réveil, la préparation? Un peu difficile parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée à l'école. Moi, elle est un peu stressée. Ouais. Nouvelle école, nouveau démarrage, on verra. J'ai tenté de les rassurer, je pense que ça va très bien se passer. Il n'y a pas de raison, elles sont assez ouvertes d'esprit. Elles vont se faire des copains, des copines, il n'y a pas de raison, ça va aller. Pourquoi tu es heureuse de revenir ici à l'école Sainte-Anne? Pour retrouver toutes mes copines et tous mes copains. Ça n'a pas été trop long, 2 mois sans les copains? Si, un peu. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire aujourd'hui? Travailler. Déjà travailler le premier jour, ça te fait pas peur? Ça fait pas peur. Il y a tout juste un an, en septembre 2018, la communauté urbaine de Dunkerque frappait fort en mettant en place la gratuité totale des bus urbains, une première en Europe pour une agglomération de cette taille. 12 mois plus tard, le bilan est largement positif. 50% des usagers déclarent prendre le bus plus souvent qu'auparavant. D'anciens automobilistes ont rangé leur voiture au garage et les chiffres sont équivoques. 65% d'augmentation de la fréquentation en semaine, 125% le week-end. Pour rappel, la CUD a pu se permettre cette innovation car la billetterie ne représentait finalement que 10% du budget total des transports, 4,5 millions d'euros. Un effort moindre que dans d'autres agglomérations comme à Lille. Explication tout de même avec Patrice Vergrit au micro de Louis Caillé. Le débat sur la gratuité des transports publics est largement lancé en France. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'agglomérations qui s'intéressent, qui viennent d'ailleurs à Dunkerque. J'ai reçu beaucoup d'agglomérations de Clermont-Ferrand à Calais, en passant évidemment par des délégations également venues d'Allemagne, même des États-Unis, donc qui viennent s'intéresser à la démarche dunkerquoise. C'est très encourageant. Puis ça montre aussi qu'aujourd'hui on a dépassé certains préjugés qui étaient portés sur la gratuité des transports publics et ça permet de juger effectivement une politique publique sur ce qu'elle est réellement et sur les résultats qu'elle peut avoir sur le terrain. Donc c'est très encourageant et je suis certain que Dunkerque ne sera sans doute pas la dernière agglomération à passer au bus gratuit. L'effort financier serait donc plus important dans une plus grande agglomération comme la métropole lilloise. Pourtant, ce jeudi en déplacement à Dunkerque, Martine Aubry, la maire de Lille, s'est dite favorable à la mise en place progressive de la gratuité des transports en commun pour les jeunes, moins de 18 ans, étudiants et retraités à faible revenu. On ne manquera pas d'en reparler d'ici là.
Autre sujet en images, vous l'avez peut-être remarqué ces dernières semaines sur les routes de la métropole lilloise, certains panneaux jaunes marqués d'un D signifiant départemental sont devenus bleus et affichent désormais un M pour route métropolitaine. Depuis 2017, la MEL a en effet récupéré la gestion de près de 800 km d'anciennes routes départementales et outre l'entretien de ces routes, il faut aussi en changer la signalétique. Seules les lettres et les couleurs changent, les numéros, eux, restent les mêmes. Ce changement de 2000 cartouches de panneaux coûte tout de même près de 100 000 € à la MEL. Pour le moment, 60% ont été remplacés, tout sera fait d'ici mi-octobre. Explication avec Daniel Janssen, le vice-président en charge de la voirie, au micro de Florine Curec. On a conservé les mêmes numéros. Au lieu de marquer RD, on a marqué M. Ça ne devra pas perturber et on a signalé à tous les opérateurs qui, sur Internet, effectivement, dirigent les automobilistes ce changement qui est en cours. Et nous devrions terminer dans un mois à peu près le changement de tous ces cartouches. Et puis on termine avec quelques images impressionnantes cette semaine. C'était mardi matin à 800 lors de l'opération de déminage sur la plage. De 8h à 13h, la ville était entièrement bloquée et la population confinée à domicile à cause d'une intervention des plongeurs de la marine pour désamorcer des explosifs enfouis dans le sable. Des restes de la Seconde Guerre mondiale, comme il y en a encore beaucoup sur la côte d'Opale. Il s'agissait cette fois de 2000 antichars et d'un obus de 270 mm, 60 kg d'explosifs au total. Les démineurs ont procédé en 2 étapes. D'abord sortir les blocs de béton où étaient enfermés les charges explosives, puis tout faire sauter. 3 détonations ont été entendues dans la matinée, une opération contraignante pour la population mais nécessaire pour la sécurité. Explication sur place, au micro de Corentin Escaillé. On retrouve de tout sur les plages, hein, avec qui ont quand même une forte histoire, hein, avec les débarquements. On retrouve beaucoup de munitions de la Seconde Guerre. Ça peut être des mines anti-chars, des obus d'artillerie, des bombes, des grenades. Il faut se méfier un petit peu tout, même on peut dire un IPN métallique. Il peut y avoir une munition cachée dans le sable derrière. Oui, il y a toujours un risque. L'explosif peut mal vieillir, il peut y avoir formation de ce qu'on appelle des picrates et qui peuvent rendre les munitions plus en moins sensibles, surtout à ce niveau-là où elles changent de milieu, elles passent de la mer à un milieu atmosphérique. Ça rend les munitions plus sensibles à ce niveau-là. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations en images. Merci de votre fidélité.